l'atelier de l'âme, le podcast. On va s'intéresser aujourd'hui aux stratégies de désactivation de l'évitant. De quoi on parle quand on parle de stratégie de désactivation ? En fait, dans les théories de Bowlby et Swartz, les enfants ont développé des stratégies d'attachement pour être attachés et pour être en lien avec leurs parents et leur figure d'attachement. Il y a ce qu'on appelle les stratégies primaires, qui en fait sont simplement des stratégies de base en fait, qui sont pleurer, appeler, chercher le contact, le rapprochement physique avec la figure d'attachement, qui sont naturelles, des élans naturels. Mais quand ces stratégies ne fonctionnent pas, d'accord, que le parent ne répond pas aux pleurs, ne répond pas ou n'est pas sécurisant, l'enfant va utiliser d'autres stratégies qui sont appelées des stratégies secondaires, qui sont des stratégies d'hyperactivation. Donc c'est l'anxieux ambivalent, qui va davantage pleurer, se mettre en colère, qui va chercher la proximité constante, qui va beaucoup solliciter le parent. Et à l'inverse, on a des stratégies de désactivation, donc ce dont on parle aujourd'hui, de l'évitant, qui sont justement de ne pas pleurer, de ne pas faire de demande, de ne pas solliciter le parent. En fait, l'évitant a vraiment appris que plus il montre à son parent qu'il est indépendant, fort, autonome, qu'il n'a pas besoin de lui, plus son parent répond positivement. Plus il a appris que le parent allait être présent, allait être fier de lui, allait peut-être le voir, mais que quand il manifestait des besoins, des pleurs ou des demandes, son parent au contraire réagissait mal. D'accord ? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est vraiment intéressant et qui est vraiment subtil et complexe à comprendre, c'est que souvent quand on parle de stratégie de désactivation de l'évitant, on pense l'évitant veut se couper du lien, veut mettre l'autre à distance, ne cherche pas de relation, etc. Il a besoin de personne, il ne cherche pas de relation. Mais c'est tout l'inverse. Les stratégies de désactivation ne se manifestent que dans le lien à l'autre. Donc ça paraît totalement contre-intuitif et contre-productif, mais il utilise ces stratégies pour être en lien. Donc il désactive non pas pour couper le lien, mais au contraire pour rester en lien. Trouver un équilibre parfait entre une distance qui le protège et un rapprochement, de pouvoir rester en lien avec l'autre. Parce que ce qu'il a appris à faire enfant, il a appris quand je désactive, je peux être en lien avec l'autre. Et c'est ça qui est assez, très étonnant dans ce profil. Donc, à l'âge adulte, ces stratégies de désactivation, c'est vraiment une façon qui n'est pas forcément consciente chez l'évitant, mais une façon ou des automatismes pour mettre l'autre à distance et pour garder cette distance qui le sécurise, où il se sent bien, on l'avait déjà dit dans d'autres podcasts, l'évitant se sent bien dans la distance. D'accord, ça le protège, ça le sécurise, etc. Donc c'est de vivre une proximité tout en vivant cette distance émotionnelle qui le protège, où il se sent en sécurité, etc. Donc on va voir de quoi il s'agit. On va voir ensemble 10 stratégies de désactivation ensemble. Il y en a bien sûr plus, mais il ne s'agit pas non plus d'être exhaustif, il s'agit vraiment d'aller à l'essentiel. La première stratégie, c'est le retrait. D'accord ? C'est le retrait progressif. C'est-à-dire que l'évitant va souvent chercher à créer des micro-absences, de la distance. Ça peut être donc de moins répondre aux messages, aux appels, ça peut être d'être absent physiquement, d'être plus distant, d'être distrait, de diminuer les gestes de tendresse, d'affection, ou de rationaliser sa distance. Oui, j'ai beaucoup de travail, j'ai pas envie de te blesser, ça va trop vite. Enfin, il va rationaliser son besoin de distance. Il va vraiment chercher le retrait et ça se voit, c'est un comportement. Il y a une mécanique comme ça qui se joue. La deuxième stratégie, ça va être de se focaliser sur le travail et de vraiment surinvestir ses activités. Donc ça va être autant professionnel que peut-être ses activités dans le sport ou intellectuel. Enfin, il va vraiment s'investir énormément dans ses activités, il va être très productif. Et d'ailleurs, les évitants souvent c'est des domaines, ils choisissent des domaines dans lesquels ils performent. Ils peuvent être très carriéristes, vraiment réussir professionnellement ou dans leurs activités, etc. Parce que c'est là où ils trouvent du réconfort et la sécurité. Les personnes sécures, elles se sentent, elles trouvent du réconfort dans le lien humain. L'évitant, lui, non. Lui, vraiment, il trouve à se réguler et il se sent bien dans tout ce qui est maîtrisable, contrôlé,
où justement il évite le monde intérieur. En fait, il évite ce monde intérieur qui sont les émotions, la vulnérabilité, les besoins affectifs, dans un monde extérieur qui obéit à des règles, à une rationalité, c'est prévisible, il y a des objectifs, il y a des résultats, il y a des compétences à avoir. Parce que l'évitant, le monde intérieur de l'évitant, donc c'est une fuite dans le travail, dans le fait de se surinvestir dans des projets exigeants, des études, ça peut être les études, ça peut être une passion. Donc il va vraiment structurer son emploi du temps pour ne pas laisser de place à l'imprévu et à la possibilité de ressentir des émotions envahissantes. Donc ça donne souvent l'impression qu'il a une forme d'ambition qui peut paraître saine, mais en fait ça c'est vraiment une fuite. C'est vraiment fuir la proximité, l'attente de l'autre et sa propre vulnérabilité également. Et cette recherche cet surinvestissement, en fait, il peut vraiment aller jusqu'à l'épuisement. L'évitant, ça peut être vraiment quelqu'un qu'on appelle communément le workaholic. Le workaholic qui est vraiment cette personne qui... c'est une forme d'addiction quasiment pour certains. Oui, ça peut aller à l'épuisement et ils s'oublient en fait dans le travail, ils se perdent. Et donc l'évitant est quelqu'un qui est plus dans le faire, l'activité que dans l'être. La présence, le fait d'être présent, c'est être présent à ses émotions, c'est être présent à soi. Alors qu'il a souvent été valorisé enfant dans le faire, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il produit, dans l'action, que plutôt l'apaisement, la présence à soi, la présence à l'autre. C'est quelque chose qu'il fuit vraiment et qu'il ne connaît pas vraiment. Il n'y a pas cette connexion à soi comme peut l'avoir des personnes plus sécures. Il y a vraiment une dimension, je suis aimé pour ce que je fais. Si je suis performant, je vais être aimé. Si je ne le suis pas, je ne suis rien. Il y a vraiment cette association d'idées chez l'évitant. La troisième stratégie, ça va être de trouver les défauts chez le partenaire et de le dévaluer. Ça, c'est vraiment un mécanisme de défense où l'évitant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vit avec quelqu'un, quand on est à proximité de quelqu'un, mais très fréquemment, on ne peut plus créer cette distance physique, etc. C'est compliqué de créer de la distance et de vivre la distance. Donc le fait de, entre guillemets, voir les petits défauts de l'autre, le critiquer ou mépriser des aspects de lui, permet justement de recréer une distance, en fait, par la critique. Puisqu'on ne voit plus l'autre aussi beau, brillant qu'on pourrait l'imaginer. En fait, il y a ce côté d'évaluer l'autre pour justement créer ce sentiment de déconnexion, en fait. Ça crée une déconnexion par la dévalorisation. Donc ça peut être vraiment des choses, des petites focalisations sur, ça peut être simplement, voilà, comment son partenaire pose sa tasse de café ou mange quelque chose. Enfin, c'est vraiment un petit détail, tout, même parfois très bête, qui a pas de valeur en soi, qui est vraiment insignifiant, mais qui devient énorme pour l'évitant parce qu'il va se focaliser là-dessus. Ça va devenir comme même une justification pourquoi c'est peut-être pas la bonne personne pour lui, etc. Enfin, pour pouvoir justement garder cette distance qu'il protège. Et ça lui permet de réduire en fait l'intensité du lien à l'autre, de ressentir moins d'émotions, d'être un peu plus détaché, d'accord ? Et ça montre aussi, en fait, ça reflète vraiment donc une forme d'autoprotection chez l'évitant, mais ça reflète vraiment ce qu'il vit à l'intérieur, c'est-à-dire que l'évitant, il est dans cette recherche de perfection et il a beaucoup de mal avec sa vulnérabilité, mais il a du mal aussi avec la vulnérabilité de l'autre, de voir l'autre à travers ses défauts, à travers ses failles humaines, et il est très intolérant avec les failles des autres, mais parce que ça reflète aussi à quel point il est intolérant avec ses propres failles, avec sa propre vulnérabilité. Et il est très critique, souvent il est aussi très critique envers lui-même, parce qu'il pense que tout devrait être parfait. Et il est très, dès qu'il fait une petite erreur, il est très critique, et quand l'autre fait une petite erreur, finalement il est assez critique aussi, et il attend cette même niveau de perfection, parce que c'est ce qu'il a appris enfant, il a appris enfant que dans la perfection, la performance, on existait, et l'existence est reliée à ça. La quatrième stratégie, ça va être l'utilisation de l'humour, du sarcasme, du cynisme chez l'évitant, où quand en fait il y a trop d'émotions, trop de profondeur, des discussions intenses, il va, et qui trouve ça inconfortable, puisqu'on le sait que c'est quelque chose, voilà, il a une vulnérabilité qu'il ne tolère pas, il va utiliser l'humour comme un mécanisme
pour amener de la légèreté, de la distance dans la relation. Donc ça peut être par, comme on l'a dit, le sarcasme, ridiculiser la situation, l'ironie, la dérision, où il va justement essayer de détourner en fait les conversations, les sujets, pour éviter en fait d'être trop dans l'émotionnel, pour être dans l'évitement. C'est une forme d'évitement aussi. L'humour, c'est une forme de décalage, de décaler la situation, de la tourner au ridicule, et finalement en riant, on se met aussi à distance. Donc dès qu'il y a des moments d'intimité forte, etc., l'évitant va vraiment essayer tout le temps de désamorcer et de contourner les choses par le rire et l'humour. La 5e stratégie, c'est le contrôle du rythme de la relation. En fait, l'évitant va vraiment essayer de gérer le rythme de la relation. Et il va vraiment décider quand, comment, combien de fois on se voit, parce que ça lui permet justement de rester autonome, donc de conserver la relation, mais selon ses termes, selon ses propres termes. Donc il y a vraiment une forme de contrôle, où il peut par exemple gérer la fréquence des échanges, il décide quand il répond, quand appeler, quand passer du temps ensemble, il dose un peu les rapprochements physiques, il va pour éviter de se sentir pris au piège, il va vraiment décider quand il y a intimité. Et ça peut être aussi de retarder aussi à plus grande échelle les engagements. Ça veut dire d'éviter de se fixer trop rapidement avec quelqu'un, donc la cohabitation, les projets communs ou les déclarations d'amour. Il va vraiment essayer de contrôler le tempo pour que ça corresponde à ce que lui ressent et conserver cette autonomie. Et de fait, dans ce contrôle du rythme, en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée le fait que l'évitant n'est pas dépendant de l'autre, c'est l'autre qui dépend de lui, vous voyez. Quand l'autre attend un message ou attend un appel, c'est l'autre qui est dépendant. Lui n'est pas dépendant puisqu'il n'attend pas d'appel, il n'attend pas de message de l'autre. Il reste indépendant tout en étant avec l'autre. Et c'est le partenaire en fait qui va du coup dépendre de « Ah tiens, il répond pas », etc. Et donc ça va créer ce déséquilibre un peu dans la relation. La 6e stratégie, ça va être ce qui a été appelé la réécriture narrative, donc idéaliser le passé. En fait, l'évitant va vraiment réécrire son histoire au travers d'un prisme qui est très édulcorant, idéalisant. C'est-à-dire qu'il va vraiment montrer son histoire, il parler de son histoire, alors qu'il a pu être négligé, il a pu avoir des choses douloureuses, de manière non affectée, même parfois, il va, comme on disait, idéalisant, qui idéalise le parent, qui valorise le parent. Par exemple, il y a un enfant qui a eu des parents très sévères, et il peut dire, l'évitant pourrait dire quelque chose comme, mes parents étaient très sévères, mais c'était pour mon bien, ça m'a appris à être forte très tôt. Donc il va minimiser ses blessures. Et au lieu, ça le conforte dans son histoire et dans ce qu'il se raconte sur cette idée que cette autonomie qu'il a, c'est un choix en fait. Que son détachement, c'est plus un choix que la conséquence de blessures, de négligence enfant. Et que sa solitude, c'est sa force et que c'est pas une défense. Donc on voit bien qu'il y a... c'est comme une barrière en fait. En fait, dans toutes ces stratégies, ce qu'on voit, c'est que l'évitant, il se construit des murs. Donc au travers du discours, au travers de cette barrière narrative, où il explique justement que finalement il n'a pas eu une enfance difficile, il crée des barrières, il crée des murs, vous voyez, au travers de son discours, de ce qu'il raconte, de ce qu'il idéalise, etc., pour effacer les traces en fait de son histoire aussi, et de pas vivre dans l'affect, et de pas vivre ce qu'il a exprimé, finalement ce qu'il a réellement vécu. La 7e stratégie, ça va être le fait de chercher des amours et des histoires d'amour impossibles. Donc d'être attiré, de trouver des partenaires qui sont vraiment inaccessibles, donc mariés, où il y a une distance géographique, où ils sont déjà en couple, des situations, des circonstances qui font que le lien est impossible, mais où il y a un semi-lien en fait,
où finalement le lien ne se fait pas vraiment et incomplet, et parce que justement il sait déjà que ça marchera pas, parce que il n'y a pas de risque en fait pris, puisqu'il n'y a pas vraiment de lien engageant et précis en fait, hein. Donc c'est vraiment cette idée de se protéger, où finalement il n'y a pas de peur de dépendre, puisqu'il n'y a pas de lien réel, mais il n'y a aussi pas peur de perdre, puisque on ne perd pas ce qu'on n'a jamais eu. Donc c'est une façon de vivre l'amour, de vivre le lien, mais sans réelle concrétisation. La 8e stratégie, ça va être de créer de l'ambiguïté. En fait, l'évitant va vraiment, dans ce qu'il dit, le parole, les langages, trouver des moyens de jamais être clair dans son engagement, de minimiser les engagements qu'il tient, avec des peut-être, des on verra, je sais pas trop. Ça peut être vraiment de dire voilà, je sais pas trop ce que je ressens, c'est compliqué, je veux pas me prendre la tête, ou de créer des situations floues où parfois il est très proche, puis distant le lendemain, où il semble être en couple avec vous puis finalement il l'est pas, et voilà, où ses intentions aussi de pas étiqueter la relation, de pas mettre de mots dessus, de laisser faire les choses. Donc voilà, il peut vraiment garder une espèce de zone comme ça, où il y a peu de risques de dépendance, et de créer un lien partiel en fait, hein, où il y a une forme de lien sans lien. La 9e stratégie, et là c'est que ça va plus loin, c'est quand vraiment on veut créer une distance. Ça peut être de tromper, ça peut être d'être infidèle. En fait, l'infidélité peut vraiment être un mécanisme pour justement créer une distance avec le partenaire. Ça devient une forme de stratégie. Et donc se tromper, oui, chez l'évitant, n'est pas forcément la recherche de forcément un autre partenaire, ou de jouir de la vie, etc. C'est plutôt encore une fuite, hein. C'est vraiment comme la proximité est vécue comme menaçante, hein, il va chercher à désactiver par une autre relation, par d'autres relations. Il peut même faire des micro-infidélités pour justement se désengager en fait, et ne pas être trop dépendant de l'autre, et de rester maître du lien, de ses émotions, etc. Alors bien sûr qui est pas du tout à valoriser chez l'évitant, mais qui en tout cas existe. Enfin, 10e stratégie d'attachement et dernière stratégie dont on va parler aujourd'hui, c'est il faut comprendre que c'est pas seulement dans le comportement ou les mots aussi que l'évitant évite et désactive, c'est par le regard. En fait, le regard enfant a été montré comme vraiment un des premiers canaux d'attachement. Donc c'est vraiment comme ça que le parent se connecte, hein. Il y a vraiment une forme de connexion au travers de comment on se regarde, etc. Et l'évitant va souvent détourner le regard, va éviter de regarder les gens dans les yeux, et on se sent connecté à l'autre quand on se regarde en fait, hein, quand on regarde l'autre, et par exemple, être dans l'intimité et plonger son regard dans le regard de l'autre, pour un évitant, c'est effrayant, c'est quelque chose qui ne sait pas faire. Le contact visuel, c'est vraiment comme la menace d'une fusion, c'est vecteur de plein d'émotions, de plein de ressentis, de vulnérabilité aussi, d'être vu à l'intérieur, une forme de perte de soi, de contrôle, etc. Donc il va souvent détourner le regard, éviter d'être trop lié en fait, d'être lié et de sentir ce lien à l'autre. En conclusion, on voit qu'au travers de ces stratégies de désactivation, et qu'il s'agisse donc d'un retrait progressif, de la fuite dans le travail, de la critique du partenaire, du contrôle du rythme, de la réécriture narrative, du retrait du regard, on voit à travers tout ça qu'il y a vraiment chez l'évitant cette volonté, cette envie d'être dans le lien, et en même temps ce besoin de maintenir une distance pour garder le lien sous contrôle, hein, et pas revivre des situations de proximité qui pourraient être dangereuses. Donc il y a une forme de maîtrise, et voilà, comme on l'a dit au début, hein, ce paradoxe où pour être en lien, il les active. Dans le lien, il crée une situation d'ambivalence entre proximité et distance, où il veut vivre le lien sans risquer en fait de se perdre, de trop s'attacher, de dépendre, etc. Où en fait il est dans cette ambivalence permanente, et où il a des stratégies d'évitement en fait, mais pour être en lien et être avec l'autre, donc qui est assez complexe à comprendre, et pour l'évitant aussi lui-même, c'est assez complexe à vivre.